Bonjour à tous, je suis Cyrus1995, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle review rigolo. À l'épisode précédent, nous nous étions occupés de la Nintendo Entertainment System, donc la NES, et on avait aperçu brièvement Rob le robot, où j'avais dit que je lui ferais une vidéo dédiée pour deux raisons. Déjà parce qu'il avait besoin d'une réparation, ce qui est chose faite, maintenant il est réparé, mais également parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui et que ça mérite une vidéo dédiée. Du coup, c'est parti. On va parler aujourd'hui de Rob le robot, le petit robot qui accompagnait la NES et qui l'a fait vendre aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses que plein de gens disent sur Rob le robot, vous verrez plein de vidéos qui en parlent, notamment la vidéo de Gaming Historian qui est très sympa sur lui, mais il y a quelques petites nuances à apporter. L'histoire commune voudrait que Rob est sorti en 1985 pour contribuer au marketing de la NES et la faire vendre comme un jouet intelligent et non comme une console, et que ça a tellement bien marché qu'il a sauvé l'industrie du jeu vidéo à lui tout seul. C'est pas totalement faux, mais c'est loin d'être totalement vrai. Il y a plusieurs choses à savoir sur cette histoire. Déjà, on va parler du crash des années 80. Le fameux crash de 1983 de l'industrie vidéoludique. Je l'avais brièvement mentionné sur l'épisode sur la NES, où je racontais que justement dans les années 80, le marché des consoles sature, notamment parce que à cause d'un problème légal, Atari a perdu la possibilité de contrôler les jeux qui sortaient sur sa machine, et plein d'éditeurs sans scrupules se sont mis à faire tout et n'importe quoi, ce qui a dégoûté les consommateurs. Il faut savoir que même si effectivement on a observé des baisses de ventes parfois assez spectaculaires, notamment pour tout ce qui était ColecoVision, Intellivision ou Vectrex, le crash en lui-même n'est pas si violent que ça. Le terme de crash est peut-être même exagéré. Du point de vue du public, on n'a pas forcément remarqué grand-chose. La presse s'est mise à s'en parler et à être alarmiste, parce que la presse est de toute façon toujours alarmiste, et c'était déjà le cas à l'époque. Mais il y a plein de gamins qui se rendaient pas compte de la situation du jeu vidéo actuellement. Parce que il n'y avait pas vraiment lieu de s'inquiéter. En l'occurrence, la fameuse Atari VCS, Atari 2600, qui était déjà en bout de course parce qu'elle était déjà sortie depuis un petit moment, se vendait quand même bien. Elle a fait quand même plusieurs millions de ventes en 1983. Et elle s'est tellement bien vendue qu'elle a continué sa course dans les années 80. Elle a été plus ou moins concurrente de la NES, même si c'était sans commune mesure avec le succès de cette dernière, et Atari n'a arrêté sa production qu'en 1992. C'est clairement pas une année pour une console sortie en 77 et qui se serait pété la gueule suite à un crash. Également, il y a la fameuse histoire des jeux vidéo enterrés dans le désert. Alors c'est vrai, Atari a eu des problèmes sur certains jeux qu'ils ont sortis qui étaient très brouillons, notamment sa version de Pac-Man et sa version de E.T., qui se sont tellement mal vendus que Atari a jugé bon d'enterrer des stocks dans le désert, je crois que c'est le désert du Nevada ou un truc comme ça, où ils ont enterré des dizaines de cartouches qu'on a retrouvées que très récemment, je crois que c'était en 2016. Au début, plein de gens pensaient que c'était une légende, au final, du coup, on a eu la confirmation que c'était vrai. Cependant, quand la NES est sortie, ça a donné un petit coup de punch à la VCS, qui même si elle n'a pas rattrapé ses ventes de l'époque, a quand même pu survivre un moment, si bien qu'Atari s'est mis à republier E.T. et Pac-Man. Impensable, hein. Ces jeux, qui n'avaient pas été si boudés que ça par le public, se sont revendus après le fameux crash. Donc ça relativise beaucoup l'impact du crash. Et enfin, on va aussi nuancer un truc sur la NES. Alors c'est vrai que comme je l'avais dit dans la vidéo sur la NES, Nintendo n'utilisait pas sur les boîtes, sur les manuels et sur les cartouches le mot jeu vidéo. Pour autant, déjà ça c'était qu'en Amérique. Comme je l'avais dit, déjà le crash il est localisé qu'en Amérique et seulement sur le secteur des consoles de salon. Les ordinateurs personnels se vendaient très bien, justement parce que c'était eux qui faisaient concurrence aux consoles et qui ont plus ou moins remis en question leur existence. L'arcade fonctionnait très très bien aussi, parce que pas vraiment besoin de remettre ça en question non plus. Au Japon, comme je l'ai dit, tout allait bien, personne n'a arrêté de jouer aux jeux vidéo. Et en Europe, on a toujours été plus micro-ordinateur que console. D'ailleurs, la NES c'est plus ou moins bien vendue là-bas et pas autant que Nintendo l'aurait espéré. Quand elle est sortie en France en 87, ils ont fourni 4 millions de consoles sur le territoire français. Dans la première année 87, ils n'en ont même pas vendu 1 million. Donc elle s'est même pas vendue au quart des ventes espérées. Ce qui est vraiment pas terrible. C'est pas vraiment un échec parce que la NES s'est quand même très bien vendue en France. Il lui aura fallu un peu de temps pour décoller. Mais clairement, elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir comparé aux États-Unis ou au Japon. Et d'ailleurs, assez ironiquement, c'est Sega qui en a profité le plus, vu que chez nous, la Master System a fait à peu près jeu égal avec la NES.
alors que au Japon et aux États-Unis, elle s'est fait littéralement écraser, c'est limite s'il y a des gens qui savent qu'elle existe. Mais donc, pour revenir à ça, sur ces publicités, même aux États-Unis, Nintendo a utilisé plusieurs fois le mot jeu vidéo. Notamment, le premier slogan de la NES, c'était They Must Advance Video Game System. Ça s'invente pas, hein. Donc bon, ils étaient frileux à l'idée du marketing du jeu vidéo, mais ça les a pas pour autant dissuadés de totalement retirer le terme de leur marketing. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses du coup à relativiser sur ce crash, notamment à cause de la presse de l'époque. C'est surtout les journaux spécialisés qui ont décrit la situation comme apocalyptique, comme on fait souvent. Mais dans les faits, c'est à relativiser. Il y a des éditeurs qui en ont souffert, mais pas tant que ça. Et l'industrie n'allait pas s'écrouler comme on l'imaginait, c'était pas la fin du jeu vidéo. Et éventuellement, c'est vrai que l'existence des consoles de salon a été remise en cause, paradoxalement peut-être même plus en Europe qu'aux États-Unis. Mais on pensait pas que le jeu vidéo allait s'arrêter, bien au contraire. Voilà. Et du coup, l'histoire de Rob, elle est à nuancer aussi. Rob n'a pas été conçu dans l'objectif de sauver l'industrie du jeu vidéo et de vendre la NES comme un jouet. L'histoire de Rob, à la base, elle débute au Japon en 1985, où Nintendo se rend compte qu'ils ne sont plus tellement invités au sommet d'électronique, sans doute parce qu'ils se sont un peu stabilisés dans leur technologie et qu'ils ne font plus tellement d'innovation. Et ça les embête. Alors ils se disent, il nous faudrait un truc bien gadget et bien futuriste pour qu'on revienne à la tête, pour qu'on passe à nouveau pour une entreprise qui fait de l'innovation technologique. Et du coup, ils ont eu l'idée de créer un accessoire pour la Famicom en forme de robot, parce que dans les années 80, la robotique c'est à la mode de fou. Les usines commencent à s'équiper de robots ultra technologiques, on commence à en voir dans le grand public, donc vraiment les robots c'est à la mode. Et donc ils décident d'en concevoir un qui fonctionnerait avec leur console de jeu et qui du coup aurait vraiment cet attrait, notamment au Japon, de console du futur. Et ça va pas marcher du tout. Au Japon, Rob va très mal se vendre. Pire que le Virtual Boy. Techniquement, Rob c'est le pire échec commercial de Nintendo. Malgré tout, quand il va falloir exporter la NES quelques mois plus tard aux États-Unis, il faut faire avec ce qu'on a déjà de près au Japon. Donc ils vont porter un certain nombre de jeux. À cette époque-là, on n'a pas encore Super Mario Bros, qui va sortir dans l'année mais qui n'est pas encore prêt. On a des trucs comme Duck Hunt, on a le Golf, on a Wrecking Crew, on a essentiellement des portages de l'arcade. Et on a Rob et ses deux jeux. Et le Zapper. Et du coup, Nintendo se dit que bon, pour le marketing, il faut pas jouer la carte de la console de jeu full, parce que comme on disait, il y a quand même une méfiance vis-à-vis de ce marché-là. Donc il faut vraiment vendre un jouet intelligent. Donc on va récupérer tout ce qui faisait vraiment jouer. Donc ils vont récupérer le Zapper. Ils vont lui donner un design vraiment joué, d'ailleurs, comparé au Japon où le Zapper a un design de vraiment vrai revolver. Et ils vont prendre Rob le robot, qui prenait la poussière déjà dans un placard, parce que, flop commercial. Et ils vont se décider à l'exporter sur NES. Et ils vont énormément le mettre en avant dans le marketing, pour justement casser un petit peu l'image de console de jeu de la NES, et essayer de la faire vendre sur le territoire américain. Même si dans les faits, la NES aurait certainement pu tirer son épingle du jeu sans lui. Elle aurait peut-être pas autant marché, mais c'est dur à dire. Parce que même aux États-Unis, Rob n'a pas sauvé l'industrie des consoles. Il s'est là aussi assez mal vendu. Tout le monde l'adorait niveau design, il était super cool, et c'est vrai parce qu'il est super cool. Mais il a, encore une fois, comme je disais, énormément d'inconvénients qui fait qu'il n'a pas bien marché. Et c'est surtout Super Mario Bros qui a sauvé l'industrie du jeu vidéo. Super Mario Bros, qui traîne par là, je vous l'avais montré la dernière fois, pas besoin de le ressortir de son placard. Mais c'est surtout lui qui a défini du coup ce qu'était un jeu vidéo moderne et qui a remis les pendules à l'heure sur qu'est-ce que c'était qu'une console de jeu vidéo. Mais donc voilà, on a Rob, du coup c'est un produit que les gens ont adoré et qui pourtant ils ont en même temps détesté, qui a une histoire assez singulière et qu'on adore un peu mystifier avec ce côté un petit peu légende de robot qui aurait sorti l'industrie du jeu vidéo. Alors on va le regarder un petit peu en détail. Rob, du coup, c'est un robot typique de l'époque qui rappelle beaucoup le robot de Short Circuit. Il y a beaucoup de robots qui s'inspirent de lui par la suite. Très certainement, par exemple, Wall-E, on retrouve certains trucs, notamment la petite tête avec les petits yeux ronds, qui le rendent très sympathique. Il a un corps monté sur rail qui peut monter, descendre et tourner de gauche à droite, avec des pinces qui sont décrochables. Alors avec une main, ça va pas être facile. Je vous montrerai peut-être quand j'aurai stabilisé le téléphone tout à l'heure.
mais donc on peut changer ses pinces, et donc il a une base sur laquelle on met des piles, parce que le robot n'est relié d'aucune façon à la console, et dans cette base, on a des petits socles qui permettent de lui raccorder différents accessoires. Parce que Rob, du coup, tout seul, il ne sert pas à grand chose. Alors, comment il fonctionne déjà ? C'est assez simple. La NES communique avec lui dans un genre de code Morse. En fait, elle va faire clignoter l'écran à chaque fois qu'elle veut lui envoyer une commande. Et suivant la séquence de clignotement, Rob va l'interpréter et réagir. Rob, il a un capteur optique qui est situé dans son œil gauche. Alors, ça doit être celui-là, l'œil gauche. On voit strictement rien parce que la lentille le masque. Également, il a une LED sur le dessus. Voilà, qui permet de savoir s'il est allumé ou non. Et donc du coup, avec ça, on peut envoyer des commandes au robot et donc lui dire quoi faire. Mais tout seul, il ne sert pas à grand chose, parce que faire bouger ses bras c'est rigolo, mais ça sert pas... c'est très gadget. Du coup, on va lui rajouter des extensions qu'on va clipser sur les petits socles, et qui vont permettre de jouer à 2 jeux. Rob à la base devait avoir 6 jeux, mais son échec commercial a été tellement cuisant que Nintendo en a annulé les 4 autres de prévus, au final il n'y en a que 2 qui sont sortis. Gyromite et Stack Up. Alors... la plupart des gens croient que le premier jeu de Rob, c'est Gyromite, parce que c'était celui qui était vendu avec le kit de luxe de la NES. Et pourtant, non. Le premier jeu de Rob, c'est Stack Up, sorti au Japon sur le Famicom, et Gyromite est sorti bien après. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que du coup, en Europe et aux États-Unis, Gyromite est relativement facile à trouver. En général, il n'est pas trop cher, et c'est pas très dur de le trouver d'occasion fourni avec des NES et des Rob. Stack Up, par contre, qui lui a été vendu à part, est beaucoup plus rare, mais genre vraiment beaucoup. C'est un jeu qui vaut à peu près 1600 € en état. Donc évidemment, je ne l'ai pas. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer, du moins pas physiquement. J'ai quand même des trucs à vous montrer, vous inquiétez pas. Parce que comme je disais, comme Rob est un échec, les gens n'ont pas acheté son deuxième jeu. Et au Japon, c'est l'exact inverse. C'était Stack Up qui était vendu à la Famicom, donc Stack Up est relativement peu cher et relativement peu coûteux au Japon. Par contre, Gyromite, lui, c'est pas la même chose. Il est beaucoup plus cher en version japonaise. Il y a plein de choses à dire sur ces jeux. Il faut que je m'organise un petit peu parce que j'avoue que là, j'essaye de pas être trop brouillon, mais c'est compliqué. J'ai plein de choses à vous raconter. D'ailleurs, on va voir plus ou moins les 2 jeux au cours de cette vidéo. Il va y avoir plusieurs interruptions. On va voir d'abord Gyromite parce que Gyromite, je l'ai et il fonctionne. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je peux vous montrer de Stack Up parce que je possède également un set de Stack Up factice imprimé en 3D. Donc c'est pas un set officiel. Et malheureusement, il ne fonctionne pas. Donc je pourrais pas vous montrer Rob en train de fonctionner avec Stack Up. Mais je vous montrerai quand même un petit peu le jeu sans Rob. Et je vous montrerai Rob en configuration Stack Up. On va faire déjà une petite pause, on va configurer Rob en mode Gyromite et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, pouf, magie du montage, ou plutôt magie du mode pause. Voilà Rob en mode Stack Up. Alors, non, Stack Up, en mode Gyromite justement. C'est sa configuration la plus connue aux États-Unis et en Europe. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Alors, il est constitué de 2 choses. Déjà, vous avez cet endroit-là, où on stocke des toupies, les gyros. Ce sont du coup les toupies que Rob peut tenir dans ses mains et faire tourner. Hop. Et pourquoi faire ? Eh ben pour pouvoir les déplacer. Il peut donc les mettre là où elles ne servent à rien. Il peut les mettre dans son petit moteur qui va permettre de les faire tourner. Alors là, le moteur est éteint, mais vous verrez plus tard quand je jouerai... Quand je vous montrerai Gyromite, hop, comment ça marche. Et ensuite, on a ce truc-là, où quand on pose une toupie, ça s'abaisse. Ça s'abaisse et ça vient actionner ça. Pourquoi ça ? Parce que cet endroit, c'est fait pour accueillir, hop là, une manette de NES, en l'occurrence la deuxième manette. Vous jouez avec la première manette, et avec la deuxième, Rob peut actionner les boutons A et B via ses toupies. Et donc ça lui permet de jouer avec vous. Quand vous le commandez pour déplacer les toupies et les poser, par exemple là, vous appuyez sur A. Enfin voilà. Et je vous montrerai comment ça marche dans Gyromite après. Voilà, c'est donc la première configuration de Rob. Ensuite, je vais vous montrer la configuration Stack Up, qui est beaucoup plus simpliste. Et après, je vous montrerai du coup les 2 jeux. Enfin, d'abord, je vous montrerai Rob en train de fonctionner, et puis après, on le verra fonctionner dans Gyromite, et puis je vous montrerai Stack Up, malheureusement, sans Rob, parce que mon set Stack Up ne fonctionne pas. Allez hop, on revient tout de suite.
Hop, voilà du coup Rob en configuration stack-up. C'est beaucoup plus primitif que Gyromite. En fait, il s'agit simplement de petits socles qui sont fixés tout autour du robot et de petits blocs qui s'empilent comme des cubes. Et c'est exactement le principe de stack-up, c'est pouvoir jouer aux cubes. Et comme vous le voyez, cette fois-ci, Rob n'interagit même pas avec la NES. Enfin, il reçoit ses commandes, mais hors de ça, il ne fait rien du tout puisqu'il n'agit pas sur la deuxième manette ou quoi que ce soit. En fait, Stack Up, c'est un jeu, c'est pour ça qu'on voit que c'est le premier, parce que contrairement à Gyromite, il est nettement moins poussé. Et en gros, la console n'a pas moyen de savoir si vous faites bien ce qu'elle vous demande de faire ou si vous trichez comme un gros porc. C'est peut-être pour ça qu'il a nettement moins bien marché. Et également, vous voyez que Rob est muni de pinces différentes. Elles sont plates. Et normalement, au bout, on est censé avoir un caoutchouc antidérapant pour pouvoir facilement saisir les blocs. Comme vous voyez, mes pinces n'ont pas ça. On le voit également, du coup, c'est des pinces imprimées en 3D. C'est pas un vrai set stack-up, hein, tout est imprimé en 3D. Même si c'est très fidèle à l'original. Et du coup, c'est pour ça que le mien marche pas, parce que quand tu essayes d'attraper un bloc avec, bah ça glisse et tout se casse la gueule. Voilà. Bon, déjà, ça tenait pas très bien de base. Hein. Rob passait son temps à faire tomber les cubes, c'est un des gros problèmes de Rob. Voilà. Je vais enlever tout ça et je vais vous montrer Rob en état de fonctionner. A tout de suite. Hop, on est parti pour faire fonctionner Rob. Alors, on va rigoler un petit peu parce que on va pas utiliser la NES pour le faire fonctionner, parce que pour que Rob fonctionne, il faut un écran cathodique. Et j'ai aucun écran cathodique qui est compatible avec ma NES. Je l'avais déjà dit lors de l'épisode précédent sur la console. Du coup, j'ai deux moyens de faire. J'ai un émulateur sur mon G5, mais j'ai aussi un petit truc rigolo sur le Macintosh classique. Et du coup, on va utiliser le Macintosh pour contrôler Rob dans un premier temps. Bien évidemment, je vous montrerai les jeux sur émulateur après. Mais comme j'ai réussi à faire ça récemment, je suis assez content. Donc on va s'amuser un petit peu avec le Macintosh classique. Alors, pour faire fonctionner Rob, il faut du coup le placer face à l'écran, il faut que ses yeux soient bien en face de la lumière, et il faut l'allumer. Il a besoin de 4 piles AAA pour fonctionner. Non, c'est des AAA ou AA, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Pour moi, à l'époque, on disait LR6. Je préfère l'appellation LR6 parce que c'est plus simple. Mais enfin voilà. Quand on l'allume, il va se remettre à zéro pour se mettre bien face à l'écran avec les bras comme il est actuellement. Mais pour que ses moteurs sachent bien où il va faire une rotation de calibration. Et attention, c'est parti, gaffe au volume sonore. Voilà, on touche du doigt les gros inconvénients de Rob. Il est très bruyant et il est très lent. Ce qui fait que ça n'en fait pas un super compagnon de jeu. Il est très vite insupportable et surtout, si on fait des erreurs de commande avec, c'est très chiant parce qu'on est obligé d'attendre des plombes pour se rattraper. Il faut en permanence le surveiller parce qu'il peut se coincer. Enfin voilà, il y a plein de conneries du genre, ce qui fait que même si son design est très amusant, même s'il est très mignon, même si pour le coup il est vraiment sympa, en termes de fonctionnement, il est vraiment très mauvais. Et ça, Nintendo l'avait constaté dès le départ sur la Famicom. Alors quand ils l'ont vendu aux États-Unis, ils ont dit bon. Perdu pour perdu, hein, mais ils savaient déjà que le robot n'allait pas marcher et n'allait pas sauver l'industrie des jeux vidéo comme ils l'ont prétendu par la suite. Hop, alors, on va démarrer l'environnement de développement C. J'aurais pu passer par le lanceur, c'est pas grave. Hop. Et on va pouvoir faire joujou avec Rob. Donc comme je disais, Rob fonctionne via des clignotements qui sont envoyés vers l'écran cathodique. Pourquoi un écran cathodique et pas un écran LCD ? Parce que Rob se synchronise sur le balayage de l'écran. Vous le voyez à la caméra, il y a des petits artefacts, ils y sont toujours. On voit des trucs qui scintillent sur l'écran cathodique, parce qu'un écran cathodique, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, ça n'affiche pas une image à un instant T, ça affiche un point. Et c'est notre persistance rétinienne et la persistance rétinienne de la caméra qui fait qu'on voit une image. Mais fatalement, il y a des moments où l'écran est entièrement noir parce qu'en fait, on a un petit canon électron qui parcourt l'écran latéralement, voilà, qui descend là machin, et à un moment, il remonte. Et quand il remonte, rien ne s'affiche à l'écran. Et c'est ce moment-là qu'on appelle le V-blanc que Rob capte pour vérifier qu'il est bien en face de l'écran cathodique et se synchroniser à lui. Et sur un écran LCD, il n'y a pas de V-blanc parce qu'on n'a aucune raison d'éteindre l'écran entre deux frames. Du coup, Rob ne voit rien et ne fonctionne pas. Hop, allez, on est parti.
Du coup, il n'y a pas beaucoup de commandes à faire avec Rob. On va lancer le programme. Et on est prêt. Voilà. La première chose qu'on peut faire avec Rob, qu'on faisait en général quand on l'allumait, quand on a lancé Stack Up ou Gyromite, c'est allumer sa LED pour vérifier qu'il fonctionne. Hop, attention. Voilà, vous avez vu que l'écran clignotait et la LED de Rob s'est allumée. Rob a bien compris qu'on va se servir de lui. Ensuite, on peut faire un certain nombre de choses. On peut tourner ses bras de gauche à droite. Voilà. Je vais essayer de faire ça sous différents angles parce que c'est sympa. On peut les monter et les descendre. On peut les descendre tout en bas, hein, vraiment tout en bas du robot. On peut fermer ses pinces. Et on peut évidemment le faire ouvrir ses pinces. Et c'est basiquement tout ce que Rob sait faire. Et donc du coup, à partir de là, on va pouvoir manipuler soit les toupies de Gyromite, soit les blocs de Stack Up directement via la NES, qui fait exactement la même chose que ce que fait le Macintosh classique en ce moment, chaque fois qu'on appuie sur un bouton. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que il y a Devil qui est surexcité. Devil adore Rob. Ça me fait beaucoup rire. À chaque fois qu'il le voit bouger, il a envie d'aller le voir. Il est très intrigué. Voilà, exactement. Il a envie de voir Rob. Il adore ce machin. Devil adore les trucs qui bougent. Et du coup, ça lui fait... c'est son ami. Voilà. Et du coup, bah, c'est tout simplement comment on contrôle Rob sans accessoires. Et du coup, on va ensuite passer au jeu. Voilà, allez, à tout de suite. Et on est parti. Alors, il faut savoir que la vidéo que vous voyez là à l'écran, c'est une vieille vidéo. C'est celle qui est dans les inédits de la chaîne où vous voyez Rob fonctionner. J'ai décidé de prendre celle-là parce qu'en fait, c'est la meilleure que j'ai pour vous présenter Rob. Parce que, pour vous donner une idée, cette vidéo n'avait pas été simple à faire. J'ai dû enregistrer dans un premier temps la vidéo en elle-même, avec du coup Rob vu de dessus, avec le téléphone scotché au-dessus de l'écran, pour pouvoir avoir une vue intéressante, et le jeu en lui-même directement sur le G5 via son émulateur. Et là du coup vous aurez les deux points de vue, ce qui est vachement sympa, et c'est un setup qui est pas simple à recréer. Donc autant commenter la vidéo que j'ai déjà, d'autant qu'elle est plutôt sympa à regarder. Donc on va faire ça. On est parti. Donc c'est parti pour Gyromite. Donc vous voyez Rob est en configuration avec ses gyros et tout, exactement comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc là je lance l'émulateur. Alors je guide l'émulateur au clavier, mais j'ai une manette NES USB qui permet du coup de Rob de fonctionner normalement. Vous voyez que du coup j'ai fait test dans le menu, parce qu'on a plusieurs options. Je vais faire des pauses parce que ce sera plus pratique. Alors, on va revenir au menu du jeu, s'il te plaît. Voilà. On a plusieurs options dans le menu. On a test, donc qui permet de vérifier que le robot fonctionne. Comme vous l'avez vu, quand ça s'active, ça fait clignoter la LED. On a direct qui permet de le contrôler directement. On a le Game A et le Game B. Le Game A se joue à 2 joueurs, pas le Game B. On va faire du Game A dans cette vidéo. Le Game B est sympa aussi, mais j'ai pas de vidéo qui le montre. Je vous le présenterai un petit peu après. On va commencer par le game. Donc là on est en contrôle direct, donc je vérifie que Rob marche, voilà. Je lui envoie les commandes. Vous voyez que la NES fait clignoter l'écran exactement comme le faisait le Mac. Alors ça va tellement vite que sur la vidéo on voit pas grand chose. Ça enregistre pas assez vite pour le coup. Et on est parti pour le game A. Vous voyez que la NES fait clignoter l'écran en vert. Ça change pas grand chose, le Rob c'est plus la différence de luminosité qui l'intéresse. Voilà, donc on incarne le professeur Hector, qui est censé être le concepteur de Rob. Et vous voyez qu'on entre direct dans le vif du sujet parce qu'il ne peut pas avancer dans le niveau. Il doit attraper toutes les dynamites, sauf qu'il est bloqué par une porte. Et la porte, vous voyez, elle est bleue. Du coup, avec Rob, je dois attraper un gyro, comme je suis en train de faire actuellement. À chaque fois que j'appuie sur Start, vous voyez que l'écran passe en bleu, et ça veut dire que je peux saisir une commande. C'est ce que je fais à chaque fois. Hop. Voilà. Je monte ma toupie. Je me dirige au-dessus du bouton bleu. Je fais redescendre la toupie, qui ne tourne pas, c'est pas forcément nécessaire à ce stade du jeu. Vous verrez quand même les toupies tourner, vous en faites pas, c'est rigolo. Et voilà, en appuyant sur le bouton, sur la deuxième manette, ça ouvre les portes. Et du coup c'est comme ça qu'on joue à Gyromite.
hop, on doit attraper toutes les dynamites et on doit s'aider de Rob pour ouvrir et fermer des portes. Sachant qu'on ne peut pas sauter, on a très peu de mouvement avec notre professeur Hector. On peut également dissuader ces petits monstres qui s'appellent des smirks. Encore faut-il bien le faire, parce que vous avez vu, j'ai joué avec un radis. Le but c'est que le smirk mange le radis, parce que quand il mange le radis, il est occupé. Et du coup, il n'embête pas le docteur. Là par contre, ça ne s'est pas bien passé, donc j'ai perdu une vie. On recommence du coup. Hop. Voilà, on abaisse le robot. Ça s'ouvre. Donc je me balade, je récupère le radis au cas où. Je sais pas pourquoi je le pose là. Alors, truc que je découvre actuellement, c'est que je ne peux pas faire de commande quand je suis sur un mât chinois. Voilà, hop. J'ai donné le radis à manger au SMIC, du coup je peux passer. Et là, vous voyez que je dois ouvrir la porte rouge, hop. On déplace Rob et on lui fait actionner la porte rouge. C'est tout con, hein. Ça marche plutôt bien. Alors du coup, Gyromite, on peut très bien y jouer sans Rob. Parce qu'il suffit simplement d'un deuxième joueur qui appuie sur les boutons. Ça se fait. Mais clairement, le jeu est pas fait pour parce qu'il devient très facile comme ça. Le jeu compte, si je dis pas de bêtises, 40 niveaux. Donc il y a de quoi faire. Il a une musique très sympa, il a un design très cool aussi pour de la NES. Surtout de la NES des débuts, parce qu'on là on est en 1985, donc la NES est sortie depuis 2 ans. Donc c'est vraiment cool. Faut savoir également que ce jeu n'est pas zoné. On a le circuit de la cartouche Famicom dans la cartouche NES, avec un petit adaptateur pour faire fonctionner la cartouche comme il faut. Mais le jeu est identique que soit en version PAL comme en version NTSC. Donc en version PAL il doit tourner un peu plus lentement, j'ai jamais vu tourner en PAL. Là évidemment l'émulateur il est en NTSC. Donc là j'ouvre la porte bleue, ce qui ne sert à rien. Donc je fais ça, et là vous voyez j'ai coincé Rob. C'est ce qu'on se parlait, c'est facile de faire des conneries avec Rob. Et donc là du coup il est plus aligné, et je le décoince. Ça va que... Heureusement les développeurs ont prévu le coup. Contrairement à ce que prétend le joueur du grenier dans sa vidéo où il teste Rob, où il est assez vindicatif à son égard, Rob ne va pas s'abîmer outre mesure s'il force sur ses moteurs. Il a des systèmes d'engrenage éjectables qui se déclenchent du mécanisme quand il est en train de forcer. Et donc, ça l'use, fatalement, mais ça ne le bousille pas. Hop là. Voilà, on ouvre la porte rouge. Là, je fais... Oui, voilà. Je fais ce qu'il faut, donc je retire le bouton. Et là, on passe sur la porte bleue. Hop. Voilà. Et ça s'ouvre. Et là... Ouais, des fois le robot interprète mal les commandes aussi, de temps en temps ça lui arrive. Il faut savoir qu'en fonction de la luminosité des télés, Rob ne pouvait pas forcément s'accommoder à chaque fois. Et quand la télé était trop lumineuse, Nintendo fournissait un espèce de petit masque qui se mettait sur ses yeux, pour un peu comme des lunettes de soleil, pour assombrir la lumière de l'écran. Alors je l'ai, le mien, sur le mien, mais il est complètement bousillé, donc impossible à vous montrer. Mais globalement c'était juste une petite pièce de plastique sombre qui ressemble un peu aux lunettes de soleil qu'on mettait sur les yeux ronds. Voilà. Gyromite, autrement, se joue assez bien. Le joueur du grenier et l'un de Video Game Nerd m'ont énormément critiqué parce que fatalement il y a des défauts, notamment le fait que quand on est en train de commander Rob, on regarde Rob, mais le jeu n'est pas en pause. Vous voyez, les smics continuent à bouger pendant que je commande Rob, ce qui fait qu'il faut être très prudent. Et le jeu est très punitif à ce niveau-là, donc il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fabrique. Hop. Mais je trouve qu'en vrai, on prend vite le coup et ça se fait bien. Également, on est en temps limité. Donc clairement, faut vite prendre le coup avec le robot, parce que si on a du mal à le contrôler, ben, on va vite galérer dans les niveaux les plus avancés du jeu. Là, on arrive au niveau 4. Et là, dans le niveau 4, c'est là qu'arrive la petite subtilité. Vous voyez qu'il y a 2 portes, et elles sont côte à côte. Ce qui est embêtant, parce que moi, je ne peux appuyer que sur une porte à la fois avec mon robot. Et c'est là que du coup, je vais devoir faire tourner la toupie. Parce que comme ça, quand une toupie tourne, je peux la poser dans un coin. Hop, on plonge la toupie dans le moteur. Et j'avais oublié d'allumer le moteur, donc je l'allume. Et là, elle commence à tourner. Les gyros peuvent tourner extrêmement vite. C'est des toupies gyroscopes. Elles peuvent tourner pendant 4 minutes sans s'arrêter. Ce qui est très pratique parce que du coup, vu que Rob est très lent, si la toupie tombait au bout de 2 secondes, on serait vite emmerdé. Parce qu'il faut la rattraper avant qu'elle s'écrase. Parce que fatalement, si elle tombe, ben, Rob ne peut plus l'attraper et il faut la remettre à sa place.
Du coup, Nintendo a prévu le coup, il a fait des topies qui sont... Mais elles tournent tellement vite qu'elles peuvent être dangereuses. C'est pour ça que d'ailleurs, Nintendo avait mis des panneaux attention un peu partout sur ne mettez pas vos doigts sur les toupies. Ça peut vraiment faire mal. Surtout qu'elles sont en plastique, mais elles ont quand même un poids en métal. Et notamment, leur autocollant est aussi en métal. C'est un sticker d'aluminium. Donc s'il se décolle légèrement, comme c'est le cas sur une de mes toupies, et que vous le prenez dans le doigt, ça peut facilement vous égratigner. Hein. Et voilà, donc là j'ai fait tourner une toupie, donc du coup la porte rouge est enclenchée et elle reste enclenchée vu que la toupie appuie toujours sur le bouton, et Rob peut faire son bazar avec la seconde toupie. Hop. Voilà, pendant ce temps-là, le professeur Hector ne fait strictement rien. Et là, on enfonce le bouton bleu, et on a ouvert les deux portes en même temps. Hop là. Ça me fait penser d'ailleurs, récemment j'ai vu un speedrun de Gyromite avec Rob, du coup. Parce que beaucoup de gens font des speedruns mais sans Rob, du coup, parce que c'est bien plus facile et bien plus rapide. Mais du coup, j'en ai vu un avec Rob, le gars est monstrueux. C'est incroyable à quel point il enchaîne vite il transitionne vite entre le jeu et les contrôles du robot. C'est-à-dire, il laisse le robot travailler pendant que lui joue. C'est vraiment impressionnant, je trouve. Hop, et du coup, il me semble que j'arrête le jeu là. Parce que c'était tout ce que je voulais montrer. Voilà, le niveau 6, c'est un peu plus méchant déjà. Donc je reset l'émulateur. Et je veux ranger tout. Alors le Game B, c'est à peu près le même principe. On a toujours la logique de porte. Sauf que cette fois-ci, on ne contrôle pas le professeur Hector. Le professeur Hector avance tout seul dans un couloir en ligne, sans obstacle. Et nous, on a des portes à ouvrir. Et donc, on doit contrôler Rob pour ouvrir les portes au bon moment, de manière à ce que le professeur Hector ne se cogne jamais la tête. C'est sympa aussi, et pour le coup ça demande d'être vraiment réactif parce que pour le coup le robot est lent et comme je disais le professeur Hector nous attend pas. C'est un challenge beaucoup plus time attack pour le coup. Là où dans les faits le mode A, bon il y a du temps limité aussi mais dans les premiers niveaux c'est pas si gênant. Là vous voyez que le gyro commence à défaillir un petit peu. Heureusement j'arrive à le rattraper à temps avec Rob et c'est une des rares fois où j'ai réussi à le faire parce que dans la plupart du temps j'arrive pas à faire ça. Et le gyro se pète la gueule. Et après, il faut le remettre dans le socle noir parce qu'il tient pas tout seul quand il tourne pas sur le bleu et le rouge. Voilà, et on le remet dans le socle noir. L'avantage du socle noir, c'est qu'il a un système de freinage. Du coup, dès que je pose le gyro, il s'arrête. Vous avez vu? C'est sympa, hein? Alors, on en est où dans la vidéo? C'est bientôt la fin. Je sais plus ce que je fais après. Ah, il galérait mon Rob. Je pense pas que vous entendriez les sons parce que le son du Mac est fait exprès pour être un peu fat. Ah, là vous voyez, il s'est gouré. J'y ai demandé de monter, il a fermé les pinces. Il a pas bien compris le message de l'écran. Ça pouvait arriver aussi sur une vraie télé, hein. C'est pas dû à l'émulateur. Hop, je rouvre. Je crois que je le réaligne tout bêtement. Voilà, c'est bon. Mais comme je disais à l'époque, ouais, il avait des problèmes mécaniques, Rob, et justement sa boîte de vitesse interne, c'est-à-dire les engrenages ont un peu cassé et du coup il a fallu que je répare ça. C'est pour ça qu'elle ne fonctionnait plus. Voilà, c'était donc la vidéo avec Rob sur Gyromite. Maintenant je vais vous montrer Stack Up, sans Rob du coup, parce que j'ai pas de set de Rob fonctionnel avec Stack Up. Mais vous allez voir, de toute façon, c'est pas bien grave. Allez, à tout de suite. Voilà, maintenant on est sur Stack Up. Et j'ai vu par hasard, j'ai vu d'ailleurs que l'avatar avait pas fonctionné comme il faut. À la vidéo précédente, j'ai souvent ces problèmes, c'est OBS qui casse les pieds, je sais pas, il y a des trucs dans les problèmes micro qui déconnent, enfin bon. On a l'habitude, c'est pas bien grave. Là en tout cas, pour l'instant il marche. Allez, on est parti du coup pour Stack Up qui du coup s'appelle Robot Block. Et vous l'avez vu d'ailleurs, Gyromite c'était Robot Gyro, c'est les noms japonais. Vu que comme les jeux, je vous l'ai dit, ne sont pas zonés, il n'y a pas de changement de titre. Allez, on y part. Petite musique sympa que vous connaissez sans doute parce que c'est celle-ci qui est remixée dans Smash Bros. Assez ironiquement, il y a donc un medley pour Rob qui s'appelle Gyromite Medley dans Smash Bros Brawl, mais il y a plus de musique de Stack Up que de Gyromite dedans. Hop, voilà. Alors le menu est assez similaire, sauf que c'est un petit peu plus animé. Ce jeu est, comme je disais, plus vieux que Gyromite. C'est ça qui est assez drôle. On a le mode test exactement comme sur l'autre. Et vous voyez que ça fait exactement la même chose, c'est-à-dire ça fait clignoter un truc sur l'écran pour Rob. Ça fait pas exactement les mêmes bruits quand on transitionne. Il y a le contrôle direct, mais le contrôle direct est légèrement différent dans ce jeu. Là vous voyez, j'ai mes cubes et je dois les ordonner dans un ordre précis. Également vous voyez que j'ai pas exactement la même interface de commande. Alors c'est au lieu
au lieu d'avoir des commandes assignées à un bouton comme sur le Gyromite où j'avais les flèches pour diriger les bras et A et B pour ouvrir et fermer, là j'ai des boutons. Et du coup quand je fais une commande, ça fait ça. On a une voix digits qui est très sympa. J'entends une légère... c'est rigolo, j'entends une légère réverbération. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est l'émulateur qui... parce que je peux faire plein de trucs sur cet émulateur. Alors je peux changer la palette, je peux changer... ouais, mais je sais pas, je peux mettre des shaders. Alors j'ai mis le shader Pixelate. Je peux mettre un shader CRT si j'ai envie. C'est marrant. Alors, en vrai, on va peut-être mettre un shader CRT peut-être moins violent. GRT Geom Deluxe. Ah, c'est sympa, là, il y a le blur d'un CRT, c'est marrant. Mais c'est un petit peu trop gris à mon goût. Royal Kurozumi, c'est quoi? Ouh, je suis moins fan. Ça, c'est CRT, mais vraiment mauvaise qualité. Hein. NTSC VCR. Ah oui, ça, c'est des trucs de magnétoscope. Oh là là. Ah, vraiment, si vous vouliez une expérience d'époque, il y a des trucs. Hein. Ah, c'est marrant. Ah, ça ressemble un peu plus que ce que fait. Voilà, c'est ce que ferait. Bon, c'est du NTSC, donc du coup, l'affichage n'est pas très beau. VHS. Ah ouais, là ça ressemble un peu à... Ouais, il y a des trucs marrants. Il y a les bavures sur les côtés, c'est vachement sympa. La NES faisait souvent ce genre de trucs. Il y a des trucs très marrants. Oh, il y a le LCD PSP, c'est quoi? Ah oui, d'accord. C'est marrant. Halftone, c'est quoi? Oulolo, ça oui, ça c'est les écrans cathodiques avec des grilles hexagonales. Oh, c'est vraiment horrible ces écrans-là. C'est vraiment pas fait pour afficher... des pixels. Oui, non, ça c'est du dithering, c'est pas spécialement intéressant. Smooth, c'est quoi? Ah oui, ça c'est un truc pour adoucir les pixels. Ouais, le Pixelate c'est celui que j'avais, donc c'est le rendu pixel perfect. Sabre, c'est quoi? Ah oui, ça c'est les fameux trucs qui adoucissent tous les contours. Je suis pas très fan de ces machins. C'est un peu hors sujet, là, on s'amuse un petit peu. C'est quoi ça? Ah ouais, pareil, là il y a une espèce de truc qui... pareil, pour ajouter du crénelage, je suis pas fan non plus. Blinky, c'est quoi? Oulolo, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est juste c'est de la merde ça. En vrai, celui-là était marrant. Regardez celui-là. Allez. Non, en vrai, non. À mûre réflexion. J'aimais bien le... Alors, pas le NTSC, j'aimais bien le VHS. Voilà, qui fait bien baveux, dégueulasse, style image pourrie. C'est ce qui s'approche beaucoup du PAL. Alors, du coup, comme je disais, là cette fois je dois appuyer sur les boutons avec le professeur Hector. Et également, du coup, je dois simplement passer de la disposition qui est ici avec mes cubes de couleurs, donc vert, machin, je dois les passer du plateau 3 au plateau 2. Sachant que la NES n'a pas le moindre moyen de savoir ce que je fais, puisque comme je l'avais expliqué, Rob n'est pas relié à la console. Donc du coup, il n'y a strictement rien pour vérifier que j'ai bien fait ce que la NES me demande. Donc pour faire ça, j'appuie juste sur Start. Ça me donne des points. Et je passe au niveau 2. Voilà. Également, j'ai un bonus qui décrémente. Donc j'ai un mode de jeu, hein, donc je joue. Mais la console n'a aucun moyen de savoir si je fais des trucs bien ou si je fais des trucs pas bien. Donc je peux littéralement skip des niveaux de manière très con comme ça. C'est un peu triste, c'est un peu... il y a un jeu mais qui n'est pas surveillé par l'ordinateur. Ce qui se faisait beaucoup dans les années 70-80 quand les dispositifs étaient très primitifs. Si vous jouez par exemple à la Maniavox Odyssey, c'est quasiment que ça qu'elle propose. Tous ces jeux, il n'y a pas de... La console n'a quasiment pas de circuit intelligent, donc elle n'est pas capable de vérifier ce que vous faites. Donc c'est à vous de bien jouer ou de tricher. Et là, c'est le même principe. Et c'est pour ça que, bon, vous montrer Stack Up sans Rob, ça fait quand même, parce que du coup, je vous montre simplement comment fonctionnait le jeu, sans précisément précis. Il y avait le mode Memory, qui est assez rigolo. Alors... Là, vous voyez, c'est la même chose. On doit passer d'une disposition à une autre disposition. La différence, c'est que cette fois... comment je fais pour... Ah oui, d'accord.
Non. Ah oui. Ok. Donc là, j'ai descendu par exemple ma pince. Admettons, je fais ça. Bah du coup, je me suis gouré. Attends. On va la recommencer parce que j'étais pas certain de ce que je faisais. Vous voyez que d'ailleurs c'est aléatoire, c'est pas exactement les mêmes niveaux à chaque fois. Donc là je peux mettre une commande bas, après je remonte là-haut. Je sais pas comment je sélectionne mes commandes. C'est pas le bouton select, je fais n'importe quoi, c'est terrible. Il y a pourtant pas beaucoup de boutons sur la NES. Là je dois descendre. Donc là normalement j'étais aligné avec le rouge, donc après je descends encore une fois, je suis aligné avec le blanc. Là donc je suis avec le bleu, jaune, et là je suis vert. Là je lui demande de close. Ah là là, c'est ça. Après, je suis censé monter. Puis une fois que j'ai fait ça, je décale vers la droite 2 fois. Je redescends et j'ouvre. Et là, normalement, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour passer d'une disposition à l'autre. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur End. Et alors, à ce moment-là, voilà. Et là, il est en train d'exécuter toutes les commandes que je lui ai demandé de faire, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a une jolie séquence musicale et vous voyez que là, cette fois-ci, il fait toutes les séquences dans l'ordre. Et donc, ainsi, on doit commander Rob, mais avec anticipation. Et donc, on doit faire tout ce qu'il faut dans les bons trucs. Et il y a toujours la voix Digit sympa qui nous accompagne là-dedans. C'est assez sympa et c'est très satisfaisant de voir Rob faire une séquence une à une. Alors je l'ai jamais fait avec StackUp du coup, mais je l'ai déjà fait avec le Macintosh puisque le programme c'est moi qui l'ai fait en C. Du coup, j'ai déjà fait faire des séquences de trucs et c'est assez rigolo de voir Rob fonctionner sans nous. C'est très satisfaisant. Voilà. Et là, encore une fois, la console n'a aucun moyen de voir si le robot a bien fait les choses. Ça se trouve, on a fait n'importe quoi. En tout cas, quand on valide, bah, la console s'en fiche et nous fait passer au niveau suivant. Donc ça, c'était le mode memory. Et donc on a le bingo. Le mode bingo, pour le coup, eh ben on doit passer à une nouvelle fois d'une disposition à une autre. Sauf que cette fois-ci, comme vous l'avez vu, les couleurs n'importent pas. D'ailleurs, on va recommencer parce que j'ai appuyé sur Start trop tôt. Donc comme je disais, les couleurs n'importent pas. Là, par exemple, je dois en prendre deux et je dois les mettre là-haut. Et pour faire ça, si le mode s'appelle bingo, c'est parce que je dois faire des lignes. Là par exemple ça sert à rien, mais par exemple si je veux faire ça, voilà, là j'ai mis right. Si je veux open, je dois mettre toute la ligne d'open. Le problème c'est que vous avez vu, il y a des ennemis qui se baladent. Non seulement ils se baladent et ils me font mal comme vous avez vu, mais en plus ils font eux-mêmes leurs propres commandes, ce qui est plutôt chiant. Donc le but c'est d'arriver à diriger le robot et à faire le casse-tête qu'on nous a demandé, tout en prenant en compte qu'il y a ces saletés là qui font n'importe quoi et qui vont potentiellement donner de la merde au robot. Ça doit être un mode assez chaotique, je vous avoue. Et on a le main mode, mais à 2 joueurs. Alors là j'ai pas de deuxième j'ai pas de deuxième manette pour vous montrer, mais c'est basiquement la même chose, c'est le même mode, sauf qu'en plus de ça, on a un deuxième joueur qui se bat contre nous. Le but c'est de ramener le plus de... Tiens, il y a un problème de seconde manette on dirait. Je sais pas ce que je fais. Voilà. Il y a un second joueur qui se bat contre nous. Et la petite nuance c'est que le casse-tête est toujours le même parce que cette fois-ci on doit ramener tous les blocs de notre côté. Voilà. Et ouais, je comprends pas comment ça se fait que lui il fasse des déplacements. Parce que bah, ma seconde manette est pas configurée. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et on peut également se bousculer. Il y a moyen que ce soit très chaotique, ce mode de joueur. Si un jour j'arrive à faire fonctionner mon setup... oh purée, je suis ralenti en plus. Si un jour j'arrive à faire fonctionner mon set stack-up, j'essaierai de faire une partie... j'essaierai de faire des parties et de vous les montrer en vidéo. Et une partie à 2, je pense que ça serait super drôle. À mon avis, ça doit être vraiment marrant le mode de joueur de stack-up. Voilà,
En tout cas, c'est l'intégralité des modes disponibles dans Stack Up. Vous avez donc vu Gyromite, vous avez vu Stack Up, vous avez vu Rob, vous avez vu fonctionner, vous l'avez vu contrôler par un émulateur NES, vous l'avez vu contrôler par un Macintosh. Ça fait un certain nombre de choses, mine de rien. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voici du coup le Rob aux couleurs de la Famicom, parce que du coup au Japon la console n'a pas la couleur de la NES, elle n'est pas grise, et du coup le robot avait aussi les couleurs de sa console, à savoir blanc laiteux et bordeaux, comme vous le voyez ici. Celui-là c'est celui de mon ami Donaka. Si cette couleur vous parle, c'est parce qu'on la voit notamment dans Super Smash Bros. Brawl où c'est la couleur par défaut. Elle apparaît dans les autres Smash, mais c'est la couleur grise qui a pris sa place dans les versions occidentales comme couleur par défaut. En tout cas, c'était Rob. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'aller mettre à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!